Et ce matin, nous accueillons Emmanuelle Thénault, directrice de la délégation à l'habitat et à la ville. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, nous vous avons invité parce que tout à l'heure à la présidence aura lieu donc le séminaire de clôture de la politique publique de l'habitat. Alors, politique publique de l'habitat, ça recouvre quoi? Ça veut dire quoi? Alors, une politique publique de l'habitat, c'est d'abord une stratégie sur une dizaine d'années qui va prendre en compte tous les aspects qui concernent le logement. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au logement et aux conditions d'habitat des gens et voir comment on peut essayer de faire en sorte d'améliorer les choses. Qu'il s'agisse du logement social ou du logement privé. On va s'intéresser aussi à la situation du logement dans son environnement, puisque là, c'est très important pour pouvoir voir véritablement si le cadre de vie est adapté au mode de vie des gens, des personnes, des ménages. Et donc, c'est une appréhension très globale sur une dizaine d'années de toutes les problématiques et qui se donne des objectifs très calibrés, quantitatifs, des objectifs de production, des objectifs qui sont également déclinés en fonction des territoires, des archipels, c'est-à-dire que certainement qu'il n'y a pas les mêmes besoins de logement sur un atoll X ou Y, sur une île haute, au Tuamotu, aux Australes, au Gambie, à Papeete, à Moorea. Et donc, il est très important aussi de pouvoir intégrer ces questions de logement dans le développement des territoires de Polynésie. On va y revenir. Alors, quand on s'intéresse aux chiffres clés de l'habitat en Polynésie, on est frappé par ce pourcentage. 25% des logements situés entre Mahina et Papara, plus Moorea, relèvent de l'habitat indigne. Alors ici, indigne, le mot est fort. On était habitué à l'habitat insalubre, mais qu'est-ce qu'il faut entendre par indigne, là ? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de dénommer les situations d'habitat indignes, dégradées, insalubres. Toutes ces notions se recouvrent un petit peu. L'indignité renvoie également aux conditions d'occupation, aux conditions de prix et aux localisations de ces logements. C'est-à-dire qu'un habitat dégradé, on imagine bien, c'est une problématique de structure du logement. Un habitat insalubre, c'est un logement qui a des problématiques en termes d'assainissement, en termes d'hygiène. Un habitat indigne, c'est peut-être tout ça, mais en plus, une suroccupation du logement, une situation à côté d'une zone inadaptées, des choses comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est bien d'appréhender l'ensemble des problématiques d'habitat indigne, dégradé, insalubre. La question qui se pose et qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas véritablement quantifier toutes ces catégories d'habitat à réhabiliter parce qu'on n'a pas de définition précise adaptée au mode de vie polynésien. Et c'est d'ailleurs un des objectifs forts de la PPH, la politique publique de l'habitat de Polynésie, c'est de pouvoir définir des normes d'habitabilité propres à la Polynésie et aux différents territoires de Polynésie, puisque là aussi les modes de vie sont différents en fonction des archipels et des îles, pour pouvoir après avoir une grille de lecture de cette indignité, de cet état dégradé du parc de logement. Alors, cela dit, quand on observe les choses de très près, la photo instantanée, vous arrivez à dégager comme ça une carte avec des poches d'insalubrité, j'allais dire, que l'on retrouve plus qu'ailleurs. Oui, tout à fait. Ce chiffre de 25% vient d'une étude qui avait été menée par le syndicat mixte du contrat de ville il y a quelques années. C'était une étude qui s'était appuyée sur l'expertise des services communaux. Et donc, en fait, les quartiers insalubres avaient été préidentifiés et les prestataires de l'étude avaient compté les logements dans ces poches-là. Donc, ça correspond véritablement à une insalubrité qui, effectivement, dépasse le seul logement, mais qui couvre l'ensemble du quartier. Généralement, il y a des problèmes d'assainissement, il y a des problèmes d'enclavement. Et donc, là, on n'avait été identifié que les grandes poches, si vous voulez, dans l'agglomération de Papeete, qui étaient concernées par ce fait-là. Alors ici, on parle de quel type d'habitat? Les propriétés, les locations? Un petit peu tout. Il y a toutes les situations, bien entendu. Il y a des propriétaires occupants, comme on dit dans notre terminologie, qui sont en souffrance dans leur logement, ça c'est évident. Il y a également des locataires qui ont des problématiques de logement et qui ont affaire à des propriétaires bailleurs peut-être peu scrupuleux. Il y a également des situations, on le sait, de squat, de terrain, où là, la propriété, on ne sait pas trop. Des fois, c'est des terrains en indivis. Donc, on voit que c'est
des situations qui sont multiples et qu'il faut s'attaquer à l'ensemble du problème. Il n'y a pas que les propriétaires, il n'y a pas que les locataires, c'est un petit peu tout. Je vous laisserai bien parler en face du micro, voilà, comme ça. Alors, entre Mahina et Papara, il y a Papeete, notre capitale, qui est aussi donc concernée. Alors, est-ce qu'on a une étude bien précise sur Papeete? Parce qu'on en voit des poches des quartiers insalubres, des façades plus ou moins abandonnées, etc. On a des données précises? On n'a pas de données très précises. Non, on a des études de secteur qui, cumulées, nous donnent une idée des choses, mais on n'a pas de données très précises. Et effectivement, là aussi, une des premières choses que la politique publique de l'habitat va mettre en place, c'est un véritable observatoire des situations d'habitat et de façon très fine. Alors, à Papeete, par contre, comme dans quelques communes du centre de l'agglomération, on a des projets de résorption d'habitat insalubre sur des grands secteurs. La DHV, la délégation à l'habitat et à la ville, travaille notamment sur le programme de rénovation urbaine qui comprend quatre secteurs urbains. Ouais. À Punaouia, le secteur de Tumaoro, à Papeete, le secteur de Mamao, Manoe, à Piré, la vallée de la Naruata, et également à Mahina, le secteur Titine et également Orofara. Donc là, ce sont des secteurs d'habitat dégradés, insalubres, voire indignes, qui ont des problématiques d'assainissement en eau pluviale, en eau usée, qui ont des problématiques de logement de très faible qualité. Et donc, on travaille là-dessus. On a des données plus précises sur ces secteurs-là. On est en train de développer des démarches opérationnelles sur ces secteurs-là également. Alors, ce qui fait qu'à l'arrivée, ça va coûter combien? Et est-ce qu'une contribution sera demandée aux habitants, que ce soit sous forme d'impôt ou autre? Alors, une contribution sous forme d'impôt pour résorber l'habitat insalubre, je ne pense pas. Non. Par contre, effectivement, une contribution sous forme, ce que l'on imagine, c'est plutôt une contribution sous forme de contribution matérielle. Ça pourrait être possible. C'est-à-dire qu'on a le projet de développer un dispositif où on mettrait en place un opérateur vraiment spécialisé pour accompagner la réhabilitation de l'habitat privé. Et cet opérateur vraiment spécialisé accompagnerait les familles à définir le projet, à solliciter les aides publiques, voire à se former en autoréhabilitation et à participer matériellement, si vous voulez, à la retape de leur logement. Oui, donc, parce qu'on ne s'improvise pas électricien. Non. Donc l'autoréhabilitation doit être accompagnée forcément. On ne s'improvise pas électricien, ni charpentier, ni plombier. C'est très important que des professionnels puissent accompagner les ménages, voire les former, les mettre dans des parcours d'insertion. Alors l'an dernier, il y a eu, je le disais tout à l'heure, plus de 3500 demandes locatives sociales. Alors en face, il y a une faible, il faut le reconnaître, une faible capacité d'attribution du côté de l'OPH. On sait de quel ordre elle est, cette contribution, non, de l'OPH? Alors, effectivement, il y a 3500 demandes à l'OPH et ça, c'est un stock permanent qui est continuellement renouvelé. Les besoins sont énormes. Donc, dès qu'une résidence OPH sort de terre, effectivement, il y a autant de demandes qui se représentent à l'OPH. Donc, il y a eu un énorme effort ces dernières années, depuis 2-3 ans, sur la production de logements sociaux par l'OPH. Il faut quand même le souligner. Donc, nous, on table dans la politique publique de l'habitat sur une production annuelle autour de 350 logements locatifs sociaux. Mais ça ne suffira pas à résoudre les problèmes, bien entendu, puisque l'OPH est le seul opérateur social. Et donc, il a, si vous voulez, un énorme public devant lui, une cible gigantesque à loger. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres dispositifs complémentaires à celui de l'OPH. Alors, il y a un frein que vous avez bien identifié, donc c'est l'absence d'un cadre juridique qui définirait donc la décence des logements. Alors, ce frein, comment est-ce que vous comptez le contourner ou alors régler ce problème? Alors, ce frein, on compte non pas le contourner, mais vraiment le traiter en travaillant avec un partenaire État, des spécialistes au niveau étatique qui sont déjà venus nous aider à définir un plan de lutte contre l'habitat indigne. Donc là, on a une feuille de route assez précise. L'idée, c'est de pouvoir à la fois étudier les situations d'habitat pour pouvoir définir nos propres normes polynésiennes et en même temps lancer des opérations pilotes dans les zones en rénovation urbaine pour justement tester les choses en même temps qu'on les définit et avoir un dispositif qui soit vraiment efficace. Alors, je regardais tout à l'heure, bon, après vous me direz ce sont que des chiffres, mais 18% des 15 milliards donc, qui sont, 15 milliards c'est l'enveloppe globale donc, consacrée à la lutte donc, contre
les poches de pauvreté, mais pas seulement. Alors, 18% de ces 15 milliards consacrés à l'habitat, à la lutte donc, contre l'habitat insalubre, ça suffira ? Ça suffira certainement pas à court terme. L'idée, c'est de s'enclencher dans un process complet où on accompagne les gens pour que les aides soient efficientes, c'est-à-dire qu'apportent vraiment, d'une part. Après, il n'y aura pas que l'action sur l'habitat insalubre. Il y a un certain nombre d'habitats dégradés qui ne pourront pas être réhabilités. Et là, c'est du côté de la production nouvelle ou d'autres solutions dans le parc existant qu'il faudra se tourner. Donc, en fait, le logement, la politique du logement, c'est évidemment quelque chose d'énorme en termes budgétaires, ça demande des moyens monstrueux. Maintenant, ça demande aussi une complicité, si vous voulez, une coordination avec l'ensemble des acteurs du logement. Et c'est ça véritablement l'enjeu, c'est de réussir à réguler, à trouver des dispositifs pour trouver des solutions qui ne portent pas que sur les épaules des pouvoirs publics, mais qui soient bien partagées avec l'ensemble des partenaires. Et il se trouve que les travaux qu'on a menés nous montrent que les pistes qu'on propose sont véritablement envisageables. Les promoteurs privés veulent participer à l'effort de logement des Polynésiens. On développe depuis quelques mois une réflexion avec le ministère des Finances et de l'Économie et ses services sous tutelle pour pouvoir réorienter le dispositif de production de logements intermédiaires, donc qui est porté par les promoteurs privés, qui viendra en complément de l'offre de l'OPH. Donc vous voyez, il y a plusieurs pistes, plusieurs actions qu'il faut lancer en même temps. Maintenant, le logement, c'est un problème sur au moins 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, vous le savez, oui. Alors, on observe également que le mode de vie en habitation évolue, doucement mais sûrement. Le nombre de personnes par foyer est élevé en raison de la tradition donc, qui veut qu'on héberge donc, la famille au sens large. Alors, ce modèle, il a tendance à diminuer pour laisser place à un modèle qui correspond aux souhaits des jeunes foyers, d'accéder à l'autonomie dans leur logement. Ça veut dire qu'il faudra beaucoup plus de logements encore. On est arrivé à évoluer. Combien de logements est-ce qu'il faudra ? Oui, effectivement, il faudra certainement plus de logements parce que les besoins évoluent en fonction de la taille des ménages et en fonction du mode d'habiter. Maintenant, il y a le nombre de logements, il y a aussi la forme des logements qui compte. C'est-à-dire qu'effectivement, vous le soulignez, il y a encore une grosse permanence, et c'est peut-être tant mieux, de cohabitation intergénérationnelle. Et donc, du coup, il faudrait réussir à trouver des formes d'habitat qui permettent à plusieurs générations de vivre sous le même toit ou sur des toits qui ne soient pas très loin. C'est quelque chose que l'on va développer dans le cadre d'opérations pilotes. Après, c'est vrai qu'il y a le logement aussi des étudiants, des personnes seules qui se démultiplient. Le logement des personnes âgées va être aussi une problématique à laquelle il faut qu'on s'attelle tout de suite, puisqu'aujourd'hui, il y a 12% à peu près de personnes de plus de 60 ans. Il y en aura 30% dans 10 ans, juste dans 10 ans. Donc là, on va devoir développer aussi des structures spécifiques. Donc oui, les besoins en logement sont forcément plus importants quand les modes de vie évoluent, oui. Merci beaucoup Emmanuelle Thénault d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice de la délégation à l'habitat et à la ville et donc que tout à l'heure à 9h à la présidence aura lieu le séminaire de clôture de la politique publique de l'habitat. Merci. Oui, un dernier mot. Un dernier mot, je voulais juste saluer vos auditeurs et leur dire que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient suivre ce séminaire sur la page Facebook Un habitat pour tous. Très bien. Bonne journée.